Bonjour et bienvenue. On plonge aujourd'hui dans une question qui taraude vraiment beaucoup de monde. Notre vie, est-ce qu'elle suit un plan préétabli ou est-ce qu'on a vraiment les rênes de notre destinée? Oui, bonjour. C'est une interrogation fondamentale, hein. On sent parfois une force qui nous guide et d'autres fois, on ressent une liberté immense. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on est censé accomplir ici finalement? Quelle est la marge de manœuvre? C'est vrai, cette tension entre le prédéterminé et le libre arbitre, c'est un classique. On navigue tous un peu là-dedans. Absolument. Et pour explorer ça, on va s'appuyer sur un ensemble de réflexions assez riches qui nous ont été partagées. L'objectif, aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu ces notions, plan de vie, destinée, et surtout de voir quels mécanismes sont décrits derrière. Mhm. Pour nous lancer, je pensais à deux citations de Carl Jung, qui est souvent mentionné dans ce genre de réflexion. La première, jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Ah oui, ça pose d'emblée l'enjeu de la conscience. Ou de son absence, justement. Si on voit pas les ficelles, on subit quoi? On appelle ça le destin. Exactement. Et la seconde citation, je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. Là, c'est l'affirmation du pouvoir personnel, de la transformation face au vécu. Le choix conscient. Voilà, on a ce cadre. L'inconscient qui dirige versus le conscient qui peut choisir. Alors commençons peut-être par définir ces termes clés tels qu'ils apparaissent dans nos sources. Ce plan de vie, c'est quoi exactement? C'est pas une feuille de route écrite noir sur blanc, j'imagine. Non, non, pas du tout au sens littéral d'un scénario figé. Dans le contexte des documents qu'on a, le plan de vie, ça désigne plutôt l'ensemble des orientations profondes, des intentions existentielles qui guident une personne, mais de manière largement inconsciente. D'accord. C'est comme une sorte de programmation sous-jacente, en fait. Une programmation. D'où elle viendrait cette programmation? C'est ça la question. Elle serait façonnée par énormément d'influences. Le milieu familial, bien sûr, les attentes des parents, l'héritage transgénérationnel, tu vois ce que les ancêtres ont vécu, transmis, parfois sans même le dire, Mhm. mais aussi l'inconscient collectif, les normes de la société. C'est un bagage assez complexe qu'on porte, souvent sans le savoir. Et qu'est-ce qui la maintient active, cette programmation? Alors ce qui est souligné, c'est souvent un lien émotionnel fort, une charge affective qui n'est pas résolue et qui maintient le programme en place tant qu'on n'a pas mis de conscience sur les mécanismes systémiques en jeu. Mécanisme systémique. Qu'est-ce que ça recouvre exactement ce terme? C'est l'idée, en gros, qu'on n'est pas juste des individus isolés. Nos réactions, nos comportements, nos émotions, tout ça, c'est inséré dans des systèmes d'interaction plus larges. La famille, le social, le culturel, et peut-être même des niveaux plus subtils, selon ces sources. D'accord. Donc le plan de vie, il serait lié à ce que les textes appellent une conscience involutive. C'est-à-dire qu'on fonctionne un peu en pilote automatique, basé sur cet héritage, en répétant sans cesse les mêmes schémas relationnels, émotionnels, etc., sans comprendre pourquoi ça se répète, sans voir les boucles du système. Je vois. C'est une vision assez déterministe, si on s'arrête là. Comment la destinée s'articule alors par rapport à ça? Le dictionnaire, lui, il parle d'une puissance supérieure qui fixe les événements, mais ici, ça a l'air différent. Oui, et c'est ça qui est intéressant. La redéfinition qui est proposée est assez différente. La destinée, dans cette optique-là, c'est pas un futur tout tracé, mais c'est plutôt le processus. Le processus par lequel l'individu prend conscience de ces fameux mécanismes systémiques, de sa propre programmation involutive. Ah, d'accord. C'est le moment où il commence non seulement à les voir, mais à les intégrer dans sa compréhension du réel. Et c'est à partir de là qu'il acquiert la capacité, alors non pas d'effacer toute programmation, parce qu'on fonctionne par habitude, par automatisme, c'est humain. Oui, bien sûr. Est-ce que ça revient pas un peu au même, finalement? Juste un programme qu'on choisit plutôt qu'un programme hérité. C'est vraiment une libération. C'est une excellente remarque, et la nuance est vraiment importante. L'idée, c'est pas de devenir un robot qu'on programmerait soi-même, non. C'est plutôt de passer d'une réactivité inconsciente à une réponse consciente. D'accord. La destinée serait donc liée à une conscience évolutive, c'est-à-dire la capacité à s'ajuster activement et de manière lucide à ce qu'on appelle la réalité systémique, ce grand ensemble d'interconnexions, de lois de fonctionnement de la vie, de la conscience. Hmm. On n'échappe pas aux lois du système, mais on apprend à naviguer avec elles plutôt que de lutter contre par ignorance. C'est un peu la différence entre être une marionnette qui ignore ses fils et commencer à voir les fils et peut-être même apprendre à danser avec.
Je vois mieux la nuance. C'est moins une question de contrôle absolu que d'alignement conscient, en fait. Exactement. Donc pour résumer cette distinction qui ressort des sources, le plan de vie, c'est la trajectoire dictée par nos programmes inconscients, hérités, chargés émotionnellement, qui nous fait répéter des boucles, et souvent souffrir. C'est ça. La destinée, telle que redéfinie ici, c'est l'émergence d'une capacité à voir ces programmes, à comprendre un peu les règles du jeu systémique et à agir de façon plus consciente, plus ajustée. Ça fait complètement écho à Jung, rendre l'inconscient conscient pour ne plus subir passivement ce qu'on appelait destin. Tout à fait. Et cette phase de plan de vie, où l'on est dans cette conscience involutive, elle est caractérisée par une profonde mécanisation. L'individu est automatisé dans ses réactions, ses pensées, ses émotions, mais il l'ignore la plupart du temps. Il a l'impression de choisir, alors qu'en réalité, il réagit selon des schémas préenregistrés. Est-ce que vous auriez un exemple concret de ces automatismes? Quelque chose qui nous gouverne sans qu'on s'en rende compte? Les réactions émotionnelles, je crois que c'est l'exemple le plus parlant, le plus universel. Pensez aux accès de colère, aux bouffées d'angoisse, ou même à ces tristesses soudaines qui semblent complètement disproportionnées par rapport à ce qui vient de se passer. Oui, on voit bien. La personne le dit souvent elle-même. C'est plus fort que moi, elle subit l'émotion, elle est emportée. Et pourquoi? Parce qu'un déclencheur extérieur, ça peut être un mot, une situation, vient activer un programme interne, très ancien, souvent lié à une mémoire chargée émotionnellement. Une blessure d'enfance, un trauma oublié, un héritage familial. Mhm. L'émotion, c'est l'expression de cet automatisme puissant. C'est la manifestation de la programmation inconsciente. D'accord, c'est très clair. Mais alors, si on arrive à comprendre intellectuellement d'où vient cette colère, par exemple, on se dit « Ah oui, ça me rappelle mon père qui… » Est-ce que ça suffit pour sortir de l'automatisme? Est-ce que la compréhension psychologique, seule, elle permet de passer du plan de vie à la destinée? C'est là que les sources introduisent une distinction vraiment capitale, celle entre la compréhension et l'intégration, ou la réalisation, comme ils disent aussi. La compréhension intellectuelle, l'analyse psychologique, c'est une première étape, c'est souvent nécessaire, oui, mais ça reste au niveau mental, et souvent ça arrive après coup, en temps différé. Ah oui. On comprend pourquoi on a réagi comme ça, mais au moment où on réagit, l'automatisme, lui, il a déjà pris le dessus. Et l'intégration, alors, c'est quoi la différence? L'intégration, c'est beaucoup plus profond. C'est pas juste savoir, c'est vivre différemment. C'est la capacité à observer ces mécanismes en temps réel, au moment même où ils se déclenchent en soi. D'accord. C'est sentir la colère monter, par exemple, et au lieu d'être complètement emporté par elle, avoir comme un espace de conscience qui observe le processus, sans s'identifier totalement à l'émotion. Et cette observation en temps réel, elle permettrait petit à petit de désamorcer la charge émotionnelle et de choisir une réponse plus ajustée plutôt que de simplement réagir. C'est passer de la théorie à l'expérience vécue, quoi. Exactement, c'est ça, l'intégration. Cette réalité systémique à laquelle il faudrait s'ajuster, ça reste quand même un peu abstrait. Comment on peut l'appréhender? Parce que les approches traditionnelles, la spiritualité, l'ésotérisme, les religions, elles essaient bien de décrire un ordre caché, des lois universelles, non? Quelle est la limite de ces approches selon la perspective de nos sources? Alors, ces approches sont vues ici comme des intuitions, souvent très profondes et pertinentes, de cette réalité systémique, de ce fonctionnement global. Elles perçoivent bien qu'il y a plus que ce que nos sens ordinaires captent. Le problème qui est souligné dans les sources, c'est que ces intuitions sont presque toujours interprétées psychologiquement. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elles sont traduites en récits, en dogmes, en croyances, en symboles, des choses qui parlent à notre mental et à nos émotions, mais qui restent des interprétations, des filtres. Mais en quoi c'est un problème si ça aide les gens à donner du sens à leur vie? Parce que, selon cette perspective, rester au niveau de la croyance ou de l'interprétation, même si c'est réconfortant, ça maintient l'individu dans le plan de vie. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de vérification directe par l'expérience personnelle intégrée dont on parlait. On croit à une explication du monde, on espère en une force supérieure, mais on ne développe pas forcément la capacité à observer et à interagir consciemment avec les mécanismes systémiques eux-mêmes. D'accord. La démarche reste largement mentale, émotionnelle. Elle n'est pas opérationnelle au niveau de la conscience profonde qui pourrait agir sur les programmes. C'est un point de vue assez radical, oui, sur les approches traditionnelles. Il y a une analogie intéressante dans les sources pour illustrer cette idée d'intuition d'un système qu'on a du mal à saisir autrement. C'est l'analogie avec l'ordinateur.
Oui, elle est assez frappante, cette analogie. Elle suggère que la création même de l'ordinateur, c'est une sorte de matérialisation, d'extériorisation de notre intuition de cette réalité systémique et de notre propre fonctionnement interne. Pensez-y, un ordinateur a des logiciels. Nos programmes mentaux, émotionnels, Voilà. Il réagit à des commandes externes via des interfaces. nos sens, les déclencheurs, C'est ça. Il a une mémoire où sont stockées des données. nos souvenirs, nos charges émotionnelles. Exactement. Et ces données influencent la manière dont il traite les nouvelles informations et produit des réponses. L'humain aurait donc projeté à l'extérieur ce qu'il pressentait de son propre fonctionnement et des lois systémiques, sans pouvoir le conceptualiser autrement à l'époque. Donc, la technologie pourrait nous aider à mieux nous comprendre, à démystifier un peu ces processus internes? Pour certains, oui, ça peut servir de miroir, offrir un langage peut-être plus neutre, moins chargé émotionnellement pour décrire ces dynamiques. Mais ça reste une analogie, hein. La majorité des gens utilisent la technologie sans forcément appliquer cette compréhension à leur propre psyché. Le fonctionnement par défaut reste psychologique, interprétatif. Mhm. La clé, c'est toujours cette différence entre la compréhension intellectuelle et la réalisation, l'intégration par l'expérience en temps réel. D'ailleurs, même le fait d'accepter intellectuellement tout ce qu'on est en train de dire là, sans le confronter à sa propre expérience vécue, ça resterait une démarche psychologique, une croyance de plus finalement. Bon, alors, si la compréhension intellectuelle, même aidée par des analogies comme l'ordinateur, ne suffit pas pour passer du plan de vie subi à la destinée choisie, comment on fait concrètement? Les sources parlent d'un saut dans le vide. Ça fait un peu peur comme expression. Effectivement, le terme est fort, et il est choisi à dessein, je pense. Le passage ne se ferait pas par une accumulation de savoir, mais par l'action, par l'expérience directe. C'est un saut parce que ça demande d'oser agir en dehors de ses repères psychologiques habituels, de ses zones de confort mentales et émotionnelles. Agir en dehors, c'est-à-dire? C'est décider de ne pas réagir comme d'habitude dans une situation donnée, par exemple. C'est affronter consciemment une peur au lieu de l'éviter systématiquement. C'est remettre en question une croyance fondamentale sur soi ou sur le monde. Et puis voir ce qui se passe. Oser expérimenter. Mais pourquoi dans le vide? Parce qu'en faisant ça, on lâche la béquille de nos certitudes psychologiques, de nos mécanismes de défense habituels. On ne sait pas exactement ce qui va se passer, comment on va se sentir, comment les autres vont réagir. On affronte l'inconnu. Oui, je vois. Et ça touche, selon les sources, à des peurs très profondes, très archaïques. La peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de perdre son identité, la mort symbolique de qui on croyait être, voire une peur existentielle fondamentale. C'est complètement contre-intuitif pour notre psyché qui, elle, cherche avant tout la sécurité et la prévisibilité. Ça a l'air terriblement inconfortable en effet. Qu'est-ce qui pourrait bien nous motiver à faire un saut pareil? La simple curiosité, ça suffit? Rarement, je crois. Très souvent, le moteur principal, c'est la souffrance, la saturation, c'est l'impasse qu'on ressent dans le plan de vie. Hmm. C'est le fait de se cogner à tête contre les mêmes murs, encore et encore. Les mêmes échecs relationnels, les mêmes frustrations au travail, les mêmes angoisses existentielles, jusqu'à ce que la douleur psychologique devienne, juste insupportable. C'est le ras-le-bol, quoi. C'est ça. Et c'est cette souffrance aiguë qui peut paradoxalement donner le courage de tenter autre chose, même si cette autre chose fait peur. La douleur du connu devient plus grande que la peur de l'inconnu, en quelque sorte. Est-ce qu'on est tous égaux face à cette souffrance? Certains semblaient s'y complaire ou du moins s'y habituer très bien. Non, la sensibilité et le seuil de tolérance varient énormément, c'est sûr. Les sources suggèrent que les individus qu'elles qualifient de plus évolués, peut-être faut-il comprendre ici plus conscients ou plus sensibles énergétiquement, auraient besoin de moins se cogner pour ressentir l'inadéquation et le besoin de changer. Ils capteraient les signaux plus vite. Et les autres? D'autres, par contre, peuvent résister très très longtemps. Ils développent une sorte d'armure psychologique. Ils finissent même par s'identifier à leur souffrance. C'est ma nature, je suis comme ça, la vie est dure, c'est tout. Ils s'accrochent à ça. Il y a une idée assez frappante dans les textes à ce sujet, cette tendance qu'on peut avoir à valoriser ces cicatrices de souffrance, à les porter presque comme des médailles d'honneur. Oui, c'est vu comme un piège de l'ego psychologique, ça. Sous cet angle, ces médailles, genre j'en ai bavé, mais ça m'a endurci, ou regarde tout ce que j'ai surmonté, ce sont en réalité des signes de résistance à l'ajustement, des preuves de la rigidité de la carapace qu'on a construite.
Ah oui, vu comme ça? C'est une fierté qui serait mal placée parce qu'elle empêche la fluidité, l'adaptation, et finalement elle empêche de sortir du cycle de souffrance qui a créé ces fameuses cicatrices. La conscience psychologique se protège en valorisant ce qui l'a fait souffrir, et du coup elle reste prisonnière. C'est un regard assez décapant, oui, sur la résilience, vu uniquement sous cet angle psychologique. Ces dynamiques qu'on vient de décrire au niveau individuel, la programmation inconsciente, la résistance au changement, la souffrance comme moteur potentiel, est-ce qu'elles ont des racines plus profondes ou des implications qui dépassent l'individu? Certainement, les sources évoquent le concept de psychogénétique. C'est une idée assez poussée, hein? L'idée que la répétition constante de certains schémas de pensée, de comportement, de réponses émotionnelles chargées, non seulement au niveau individuel, mais sur des générations entières, finirait par laisser une empreinte, par influencer, voire se cristalliser, au niveau de la génétique physique elle-même. Carrément. Oui, la manière dont on vit notre psychisme et nos émotions pourrait, à terme, moduler l'expression de nos gènes. Après tout, l'évolution des espèces est basée sur l'adaptation à l'environnement. Et ici, l'environnement inclurait aussi le paysage psychique et émotionnel. Le comportemental pourrait précéder et influencer le biologique. C'est une hypothèse assez vertigineuse, en effet. Et si on regarde au niveau collectif, comment ce fonctionnement majoritairement psychique, ce plan de vie à l'échelle de l'humanité, comment ça se manifesterait? Eh bien, la manifestation la plus évidente et la plus tragique selon ces textes, ce sont les conflits, les guerres. Elles sont vues comme le résultat direct de cette incapacité collective à dépasser le niveau psychique réactif. D'accord. C'est l'échec du dialogue intelligent, c'est la confrontation de programmations collectives rigides, qu'elles soient nationales, religieuses, idéologiques, basées sur la peur de l'autre, la volonté d'imposer son point de vue, sa vérité psychologique, souvent par la force, parce que l'argumentation rationnelle et l'écoute sincère font défaut. Qu'est-ce qui caractériserait une argumentation intelligente, à l'inverse, dans ce contexte? Serait-ce seulement possible entre des individus qui ont dépassé ce stade psychologique, justement? Ça serait l'idéal, oui. Une argumentation qu'on pourrait qualifier d'intelligente, telle qu'elle est évoquée ici, ça impliquerait la capacité à exposer son point de vue de manière logique, factuelle, dispassionnée, mais aussi, et ça c'est crucial, la capacité d'écouter réellement le point de vue de l'autre, chercher à le comprendre sans immédiatement le juger ou le rejeter. Mhm. Il s'agirait de chercher une synthèse créative, une solution qui dépasse les positions initiales. Ou même être capable de reconnaître que l'autre a un argument plus pertinent, plus intelligent, c'est-à-dire plus ajusté à la réalité des faits ou du système, et pouvoir l'admettre sans se sentir diminué ou menacé dans son identité. Oui, ça demande une sacrée sécurité intérieure, ça. On n'y est pas tous, là. Exactement. Et cette sécurité, elle ne peut pas venir d'une validation extérieure ou de la rigidité d'une croyance. Elle découlerait, selon cette perspective, d'un début d'ajustement réel à la réalité systémique, d'une connexion à quelque chose de plus stable que les fluctuations de l'ego psychologique. L'être qui fonctionne principalement sur ce mode psychologique, il est décrit comme fondamentalement insécure parce qu'il est coupé de cette connexion profonde. Et donc, il cherche à se sécuriser à l'extérieur. Voilà. Il cherche constamment à se sécuriser par des moyens externes, l'accumulation de biens, la recherche de pouvoir, le besoin de contrôle, l'adhésion rigide à des groupes, des idéologies. Donc, si on pousse la logique jusqu'au bout, la destinée ultime, pas comme un point final, mais comme une direction, une tendance, tant pour l'individu que pour l'humanité, ce serait quoi? Ce serait cet ajustement conscient et continu à la réalité systémique. C'est présenté comme une sorte d'impératif évolutif, inévitable à terme pour l'espèce humaine, si elle veut survivre et prospérer de manière plus harmonieuse. Inévitable? C'est ce qui est suggéré. La grande question qui reste ouverte, c'est pas si cet ajustement aura lieu, mais comment il aura lieu. Est-ce qu'il continuera à se faire principalement à travers la souffrance, les crises, les conflits, en restant collectivement dans le plan de vie involutif, ou bien est-ce que l'humanité parviendra à accélérer le processus par une prise de conscience plus large et des actions délibérées, embrassant ainsi une destinée plus évolutive? Hmm. La conscience psychologique actuelle, avec le développement de l'intellect et de l'analyse qu'elle a permis, elle est vue comme une étape de transition. Une étape nécessaire qui a forgé les outils mentaux qui pourraient, potentiellement, nous permettre d'appréhender le système de façon plus directe, moins filtrée par l'interprétation. C'est une perspective qui donne le vertige, c'est vrai, mais qui offre aussi une certaine logique interne.
Pour essayer de récapituler un peu notre exploration basée sur ces sources, passer du plan de vie, ce programme largement inconscient, hérité, source de répétition et souvent de souffrance, à la destinée, comprise comme un parcours co-créé, un ajustement conscient et dynamique à une réalité plus vaste, ça ne relève pas simplement d'une meilleure compréhension intellectuelle ou psychologique. Non, c'est vraiment le point crucial. Comprendre ne suffit pas. Ça exige une prise de conscience affûtée de nos propres automatismes, surtout émotionnels, qui nous gouvernent au quotidien. Et surtout, ça demande une intégration par l'action concrète, par l'expérience vécue, en temps réel. Même si cette action nécessaire pour sortir des rails habituels ressemble à un saut dans le vide, loin du confort apparent de nos habitudes psychologiques. C'est ça. C'est un cheminement, finalement, pour passer d'une conscience qui subit et interprète à une conscience qui observe, intègre et agit de manière plus alignée avec le fonctionnement global. Très belle synthèse, oui. Et peut-être, pour conclure sur une note qui invite à prolonger la réflexion au-delà de notre discussion, voici une pensée qui est inspirée directement des sources SAM. Si la destinée, comme on l'a exploré ici, n'est pas une finalité fixe, mais un processus continu d'ajustement à cette réalité systémique, et que cet ajustement se vérifie non pas par la pensée, mais par l'action, Mhm. quelle pourrait être la plus petite, la plus infime action concrète, réalisable dès aujourd'hui, qui constituerait un premier pas personnel vers cette vérification? Un tout petit pas qui irait au-delà de la simple rumination mentale sur ces concepts, aussi intéressant soit-il. Qu'est-ce que passer à l'action pourrait signifier de tangible à notre échelle dans ce contexte précis d'ajustement conscient?